Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Martin Latulippe ici en compagnie d'un invité qui sera une merveilleuse découverte pour vous. Mais avant de vous le présenter, je vais laisser le temps à l'algorithme de Facebook de faire un peu son boulot, d'arriver, de vous installer. Il y en a peut-être qui sont en train de coucher les gamins en Europe et vous êtes en 2-3 tâches. Il y en a peut-être qui sont en train de terminer leur journée dans une chaleur écrasante ici qu'on a au Québec ou au Nouveau-Brunswick, où est-ce que moi je suis. Toi, la température, Geoffrey, où est-ce que tu es, c'est quoi? Région parisienne, il fait très très bon. Aujourd'hui, il faisait super chaud, c'était chouette. Good. Nous aussi, c'est très humide. Là. On est, nous, facteur température ressenti 40 degrés Celsius. Donc, je me plains pas, je suis très heureux. J'ai demandé de la belle température, donc je suis très, très, très content. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, qui est un ami, qui est une de mes personnes favorites en ce monde, même si je ne l'ai pas rencontré souvent. Mais quand on s'est rencontré, ça a été très qualitatif et c'est quelqu'un que je suis les exploits et que je suis sa carrière depuis déjà quelques années. Je vous en parle dans quelques instants quand je vais te présenter officiellement, Geoffrey. Mais en attendant, rendez-vous service pour ceux qui sont en train de nous écouter, soit en direct ou en rediffusion quand vous allez le faire. Papier, crayon, parce qu'il y aura plusieurs bonnes idées, pépites, pistes de réflexion à noter dans notre entretien aujourd'hui parce qu'on va parler d'un de mes sujets préférés, le mindset. Donc, cet état d'esprit-là qui peut souvent nous jouer des tours. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a eu une époque où mon état d'esprit était très fluctuant. J'avais des journées où je me sentais au top, il y a d'autres journées où je doutais énormément. Il y a des journées où je voulais révolutionner le monde, d'autres journées, je m'en sentais incapable et j'étais dans mes peurs. Il y a des journées où je croyais que j'avais tout fait pour me préparer physiquement pour un défi, un boulot, une tâche, et quand j'arrivais à l'exécution, j'avais l'impression que je m'écroulais mentalement. Qu'en est-il en fait? Comment est-ce que dans une économie où on est de plus en plus sollicité physiquement, psychologiquement, émotionnellement, comment qu'on fait pour préparer le mental de façon optimale? Est-ce que ça se prépare en fait? Que font les meilleurs? À quoi ça sert de préparer le mental et d'avoir une bonne préparation mentale si on est entrepreneur, si on veut porter un projet? Donc, bref, aujourd'hui, on va parler de tout cela. J'aurai peut-être le temps de prendre quelques questions. Donc, un gros bonjour à tous ceux qui sont déjà en train de nous saluer. Aurélie, Marika, Louise, Jacinthe qui sont là, Christophe. Donc, bref, on a plein de personnes. J'ai l'impression que tu as déjà ton fan club, en fait, Geoffrey. J'ai l'impression aussi, Martin, ouais. Pas mal de gens que je connais effectivement et d'autres aussi que je demande qu'à connaître. Il y en a beaucoup de Montréal aussi. Excellent. Cool, parfait. Alors, je vous le présente sans plus tarder, mon ami Geoffrey Brochet. Donc, Geoffrey, pour les gens qui ne le connaissent pas, je vous fais le pedigree rapide, OK? Ancien policier, donc je vais essayer de ne pas parler trop vite pour pas que tu me donnes étiquette, OK? Ancien formateur en préparation mentale. En fait, il est devenu le premier formateur en coaching mental dans la police française. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce que la police française ou même tout corps policier ou organisation se dirait la prépa mentale est tellement importante qu'on va mettre un poste et un formateur, en fait, assigné pour mieux préparer nos équipes. Donc, il a fait cela. Et il y a quelques années, tu pourras corriger si tu veux, là, Geoffrey, mais il y avait ce rêve-là, en fait, de devenir un préparateur mental, mais à plus grand déploiement, pas que pour la force policière, mais vraiment vivre de sa passion pour le coaching en préparation mentale, d'avoir des clients, de former des clients, de les aider à se réaliser pleinement grâce à la préparation mentale et à la puissance mentale. Il a développé sa propre méthodologie qu'il a appliquée sur lui-même, parce que pour les gens qui ne le savent pas, mais Geoffrey est champion du monde à plusieurs reprises, OK, dont des recordman aussi, dans la discipline qui s'appelle kettlebell. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cela. Ah, t'en as une? OK, parfait. Donc, exactement. Il y a quelques-unes derrière, tu vois. Oui, vous savez, cet objet-là qui est insoulevable, qui fait mal aux mains, qui fait des ampoules dans les mains, c'est un truc de psychopathe à lever. Ben lui, il a les records du monde de répétition à lever ce truc-là insoulevable.
ou tu es coupé dans les mains, il faut que tu continues à le lever. Donc, bref, imaginez la force mentale, la préparation qu'il y a derrière ça là. J'ai vu des vidéos de toi, c'est un truc de folie, honnêtement. Donc, bref, ce que tu nous enseignes aujourd'hui, ce que tu as marché comme parcours, ben, tu l'as marché. Et moi, j'aime toujours avoir des enseignants qu'on accueille ici à la communauté qui ont marché le terrain. Tu n'as pas lu qu'un livre sur la prépa mentale, tu comprends? Tu l'as appliqué, tu as descendu dans le bas fond de la préparation mentale et maintenant, tu en gagnes ta vie, tu fais des cours là-dessus. Tu lances bientôt un défi pour amener les gens à leur faire vivre littéralement des vraies préparations mentales pendant la semaine. Donc, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, avant tout, bienvenue mon ami Geoffrey. Comment ça va? Eh bien, écoute, merci beaucoup Martin pour cette belle présentation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là avec toi. Et c'est vrai que je suis tombé sur une photo il y a de ça quelques jours. C'était le 1er juin 2018. AZ 2018, Paris. Tu te souviens? Ouais. Voilà, c'était il y a 3 ans en arrière. Et là, je me suis dit, waouh, quel chemin parcouru depuis. C'est juste dingue. Donc, de me retrouver comme ça ce soir avec toi, c'est juste super chouette. Et effectivement, on va passer un bon moment avec les personnes. Et on va aussi leur partager des clés, des choses qui peuvent leur servir dans le privé, mais aussi dans le professionnel. Bref, des choses que j'ai tirées de mon parcours, hein, comme tu l'as dit, autant de la police que du sport, et que j'ai rendu applicable pour un maximum de personnes. Ouais. Parce que tu as développé ta méthode que tu appelles la puissance mentale. Okay? D'abord, peut-être pour déposer pas une définition, mais quand toi tu parles de préparation mentale, donc c'est souvent associé au monde de l'olympisme, donc on va préparer les athlètes, on va préparer pour une grosse performance. Mais qu'est-ce que toi t'entends dire par la préparation mentale? Qu'est-ce que toi ça l'englobe? Une personne qui a un mental optimal ou qui fait attention et qui prend soin de sa préparation mentale, qu'est-ce que tu veux dire, toi, par rapport à ça? De toute façon, si consciemment tu ne te prépares pas mentalement, tu le feras inconsciemment. Ça veut dire que si tu ne prends pas le soin de mettre ton focus sur ta préparation mentale, eh bien, ton esprit va y aller naturellement. Un petit peu comme les gens qui, sans s'en rendre compte, vont dire « Oh là là, il y a ça qui m'attend. Et comment ça va se passer? Et si un tel me dit ça? Et puis s'il me dit ça, eh bien moi je vais réagir comme ça. » Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de se conditionner mentalement à un événement futur. Mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. Donc l'intérêt de la préparation mentale, tout comme la préparation physique, c'est d'être prêt à un moment donné. Prêt, ça veut dire quoi? C'est d'être au meilleur de soi-même. En fait, parfois, on dit même que la préparation mentale, elle évite de perdre des points. C'est-à-dire que si une personne qui s'est soulevée 100 kilos, le jour de la compétition, avec une préparation mentale, il ne va pas soulever 200 kilos. Mais par contre, il sera au meilleur de lui-même. Et dans ce cas-là, il sera capable de soulever 100 kilos, voire un peu plus, parce qu'avec la préparation physique qu'il a suivie derrière, évidemment, il y a une progression. Mais donc, le but, c'est d'être au top du top. Et donc, la préparation mentale, effectivement, ça a été réservé pendant longtemps à une certaine élite. Comme tu disais, les sportifs de haut niveau. Moi, j'ai appris beaucoup la préparation mentale chez les militaires parce que la police française, au départ, quand je me suis formé à la préparation mentale, alors moi, je me suis formé dans plein de méthodes, hein, en hypnose, en PNL, chez notre ami Polo, qu'on connaît très bien. Ouais. Et la préparation mentale, chez les militaires, eux, ils l'appliquent depuis les années 90. Ils se sont rendus compte, en fait, que pour qu'un militaire soit performant, qu'il puisse remplir sa mission pleinement, il y avait le physique. Physiquement, il devait être au top du top. Il y a la technique, parce que ça, apprendre à tirer, apprendre à ramper, enfin bref, tout ce que doit savoir faire un militaire, ça, on ne peut pas l'inventer. Mais aussi le mental. Et le mental, il a un impact sur le physique et la technique. Par exemple, quelqu'un qui ment. Or, le mental, c'est quoi? C'est large, hein. Ça va être la confiance en soi, ça va être la gestion de ses émotions, ça va être le passage à l'action, ça va être le focus, le discernement. Tu sais, quand tu es policier, tu as 1/10 de seconde pour prendre une décision. Il y avait une étude qui avait été menée bien avant les attentats, parce que du coup, ça a remis un peu les choses un peu différentes. Il y les avait attentats de Paris, là, du Bataclan, tu parles. Absolument, oui. Donc, il y avait les règles de 3.
un policier sur une séquence de tir, ça se passe en 3 secondes, il tire 3 cartouches et ça se passe à 3 mètres. Autant te dire que s'il n'est pas prêt mentalement, il doit toujours être prêt en fait. Tu vois? Parce que ça se passe, c'est pas comme dans les films où tu es caché derrière un moteur et puis pan, tu tires un peu comme ça, tu sais, à la 50 Cent là, et tu cours et puis non, ça se passe pas comme ça, c'est très rapide en fait. Donc, le policier, lui, doit être conditionné, il doit être prêt mentalement. Tu vois? Et quand je dis que les attentats ont un peu changé la donne, parce que les attentats, il y a eu beaucoup d'échanges de coups de feu qui étaient un peu plus longs, donc c'est un peu différent. Ouais. Mais là où la police française s'est interrogée, c'est comment on peut améliorer justement la capacité mentale des forces de l'ordre. Alors au départ, c'était réservé aussi aux RAID, au GIGN, tu vois, toutes les unités spécialisées. Et de plus en plus, ça descend vers les unités de terrain, mais le policier de terrain. J'en discutais dernièrement avec un copain qui est dans une… Christophe, hein, il se reconnaîtra. Il me disait, les personnes des unités spécialisées ont moins de risques que le policier de terrain en réalité. Parce que quand le RAID, un peu comme le SWAT, ils interviennent, ils savent sur quoi ils vont intervenir. Mais par contre, le policier de terrain, lui, il fait sa patrouille et là, il est pris tout de suite. Il prend un projectile, il y a quelqu'un qui arrive qui le menace au couteau. Enfin bref, tout ça, et ça, il doit être prêt mentalement. Donc être prêt mentalement, c'est aussi être capable de réagir très rapidement. C'est être capable aussi de s'observer, de savoir quand on n'est pas en zone de maîtrise. La zone de maîtrise, c'est ce moment où on se dit, là, j'ai des pensées qui ne sont pas bonnes, j'ai des émotions qui ne sont pas bonnes, j'ai des comportements qui sont un peu… Tu sais, quand tu es policier et que tu enchaînes des nuits, quand tu enchaînes des… Mais ça, c'est aussi valable pour les entrepreneurs. Hein. Ouais, j'allais dire, tu dis policier, mais c'est tellement de personnes qui nous écoutent doivent avoir des nuits blanches, stressantes, ou ce que ça s'applique aussi, qui sont en zone de non-maîtrise, donc une mauvaise gestion de leur émotion, mauvaise gestion de leur technique ou de leur mental, qui fait en sorte que ça a un effet domino aussi. Là. Et ça, ce qui fait que quand tu es en… Alors moi, c'est ce que j'appelle la zone critique, soit haute, soit basse. En zone critique basse, tu es vraiment… tu te dis non, mais… En gros, c'est un petit peu comme si tu étais face à une agression, face à quelque chose qui se passe mal, et tu dis bah, je vais mourir. Et puis c'est le cas, puisque tu fais rien, tu vas mourir. Et par contre, si tu es en zone critique haute, tu te dis ah, je vais mourir. Et là, effectivement, bah, vu que tu es tellement tétanisé que bah, c'est pas génial. Par contre, en zone de maîtrise, là, tu es en capacité de raisonnement, tu es en capacité aussi de discernement. Et plus tu vas être capable de savoir, un petit peu comme un sportif de haut niveau, plus tu vas être capable de savoir quand tu es performant, quand tu as besoin de te reposer, quand tu as à un moment donné un dialogue interne qui n'est pas valorisant, qui est au contraire, où tu as tendance à se victimiser, quand tu as tendance à voir avec le focus que sur le négatif. Là, c'est important, tu vois, de se connaître en fait. Un peu un entrepreneur, comme je donne souvent l'image, un entrepreneur, pour moi, c'est un sportif de haut niveau, mais c'est même encore plus difficile. Parce qu'un sportif de haut niveau, alors c'est génial, on dit souvent le sport de haut niveau, c'est une référence parce que finalement, c'est une sorte de laboratoire où on peut tester les techniques, où on a un feedback, on a des gens qui analysent tout ça. Mais un sportif de haut niveau, un professionnel, il a tout un staff autour. Il a le kiné, il a l'ostéopathe, il a son temps pour faire ses siestes et tout ça. Un entrepreneur, il a sa vie à côté. Tu vois, donc il y a tellement de choses à prendre en compte à côté de ça qu'un entrepreneur qui ne prend pas soin de son mental, mais au-delà du mental, c'est, moi je l'appelle la puissance mentale. Et je vais faire la différence juste après entre la puissance du mental et la puissance mentale. OK, cool. Hein? J'ai dit cool, ça serait une bonne idée d'expliquer la différence, oui. Ben, dernièrement, j'étais face à des entrepreneurs et j'ai dit, vous savez, beaucoup aimeraient augmenter la puissance de leur mental. Je dis c'est génial, parce qu'effectivement, sans mental, quand tu es entrepreneur ou même quand tu es sportif, dès lors que tu as envie d'entreprendre quelque chose, hein, pas forcément une entreprise, mais tu entreprends comme toi un Ironman dans pas longtemps, voilà, quand tu entreprends quelque chose, la puissance du mental est importante, mais si tu te focalises que sur ça, le risque, c'est de se cramer. Parce que tu vas être sur une sorte d'ego qui va gérer tes actions.
Alors que la puissance mentale, quand tu enlèves juste ces deux petites lettres, le D et le U, tu vas déjà aller te connecter à ta puissance intérieure. Moi, ce que j'appelle le cœur. Finalement, un petit peu comme qu'est-ce qui est bon pour toi? Tu sais, c'est aussi cette capacité à prendre du recul. Est-ce qu'en ce moment, je suis fatigué? Est-ce qu'en ce moment, j'ai besoin de ça? Est-ce qu'en ce moment, le contrat qu'on me propose là, ça me correspond pleinement? Parce que là, si mon mental il me dit oui, oui, vas-y, c'est une opportunité, fonce, fonce, fonce. Et là, tu arrives quoi? Tu arrives cramé. Alors, l'intérêt de la puissance mentale, c'est déjà d'aller se connecter à sa puissance intérieure et après remonter sur le mental. C'est un petit peu comme si ce gouvernail qui est le mental dirigeait un moteur ultra puissant. Mais tu sais, Martin, aujourd'hui, je raconte ça. Mais pendant des années, j'ai été branché sur la puissance de mon mental. Parce que quand tu es policier, quand tu as face à toi des situations qui sont tellement dramatiques, tellement, tu sais, l'autre fois, mon gamin me dit, mais papa, tu as déjà vu des morts? Et là, j'ai bugué, en fait. J'en ai tellement vu dans tous les états que je me demande même si mon cerveau ne m'a pas inventé des tours. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu es face à des situations comme ça, à un moment donné, je ne m'en étais pas aperçu, mais je m'étais complètement coupé de mes émotions. Et j'agissais en mode mental, justement. Sauf qu'à un moment donné, j'ai craqué. Je me suis retrouvé à chialer comme un gosse en me disant, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai dit, mais c'est pas moi ça. Moi, le policier avec ce flingue chargé à 30 cartouches, qui va sur des braquages, qui va sur des suicides, qui va sur des accidents de la route. Qu'est-ce qui m'arrive? Et là, tu prends une leçon phénoménale. Et là, j'ai commencé le développement personnel. Je me suis dit, et si j'allais justement creuser ce qui se passe à l'intérieur? Et si justement j'allais écouter cette vulnérabilité? Et si justement j'allais écouter ces émotions à l'intérieur de moi? Évidemment, pas lorsque je suis face à une gamine de 3 ans qui me regarde avec des yeux comme ça, parce qu'on emmène son papa, parce qu'il a défoncé la gueule à sa mère, tu vois. Parce que là, tu peux pas, tu es obligé de te couper des émotions. Mais quand je rentre chez moi, ne plus être ce policier, tu vois. Et ça a été un vrai travail pour moi. Et même d'en parler là, maintenant ça va, j'arrive bien à en parler sans que l'émotion monte. Pendant des années, ça a été très difficile. Mais avant, est-ce que cette prise de conscience-là, c'est juste que toi, tu étais dans une souffrance que tu n'arrivais pas à mettre le doigt dessus parce que tu étais devenu insensible ou déconnecté en fait de la réalité? Donc, ton mental, donc ton dû mental était devenu de la routine, était devenu une opération, était devenu un peu comme l'autopilote et tu sentais qu'il y avait une déconnexion qui te faisait souffrance et tu avais besoin de reconnecter sur un truc sur lequel tu ne pouvais pas nécessairement mettre le doigt, que aujourd'hui tu appelles le cœur, ta puissance intérieure. Donc, c'est pour ça que tu étais vers le développement personnel. Mais est-ce qu'à l'époque, tu étais dans la préparation mentale ou c'est justement ce chemin-là qui t'a mené à la préparation mentale pour être dans ta puissance mentale et avoir une maîtrise un peu là, de ton intériorité, là, de ce que tu nous expliques depuis le début? En fait, au départ, tout ça, le développement personnel, je le connais depuis maintenant plus de 20 ans. Quand j'étais à la fac, je m'y suis intéressé, mais j'étais beaucoup dans le savoir. J'étais très peu dans la pratique. Et à un moment donné, je me souviens sur une intervention où je vois quelque chose, on arrive en gros sur un suicide, et je me surprends à ne rien ressentir. Et là, je me dis, ça, c'est pas normal. Tu vois, tu peux pas ne rien ressentir, parce que derrière, mais j'avais tellement mis en place des stratégies de protection. Parce que sinon, tu es une éponge. En plus, moi, je suis quelqu'un avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Mais je m'étais construit finalement une sorte de carapace pour résister au fil du temps à tout ce que je pouvais côtoyer. Et même, j'avais du mal, je ne comprenais pas que ma femme, Betty, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble, elle ne me comprenait pas. Et à l'époque, je dis, mais tu ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. Mais entre nous, heureusement qu'elle ne comprenait pas, parce que ça me permettait de me ramener à une réalité, en fait, tu vois. Et donc, tout ça, finalement, ça m'a permis de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Et de me dire, la puissance du mental, c'est important, mais pour être encore plus fort, pour être encore plus inarrêtable, plus tu vas te connecter à ce qui se passe en dessous, pour ensuite remonter, là, tu deviens
une véritable machine, en fait. Ouais. Une machine consciente. Ouais, vas-y si tu as complété quelque chose. Non, c'est bon. OK. Mais je disais, tu as dit un truc qui est fascinant dès le début là, de ton intervention que j'aimerais surligner, en fait, pour toutes les personnes qui nous écoutent, que inconsciemment, on se prépare mentalement de toute façon. Par contre, souvent, on n'est pas conscient de cette préparation-là inconsciente. Est-ce que tu remarques qu'au quotidien, avec les gens avec qui tu travailles maintenant, au niveau de leur donner les outils, des clés pour mieux se préparer et mieux maîtriser cette intériorité-là mentale, cet état d'esprit-là, lorsque l'émotion monte, lorsque le stress monte, lorsque l'enjeu est plus grand, d'être en mode prêt pour livrer et performer, est-ce que tu remarques que la préparation inconsciente, elle est souvent faite à partir de des racines qui ressemblent à la peur, le manque, plutôt que inconsciemment se dire, oh, je vais faire ceci, ça va bien aller. Tu comprends-tu? Est-ce qu'une préparation mentale qui est consciente, elle va être évidemment beaucoup plus constructive ou on va peut-être même imaginer quelques scénarios pour dire, je vais réagir de telle façon si telle chose se produit. Mais quand c'est inconscient, souvent les gens vont faire des scénarios de préparation inconsciente, mais qui sont souvent liés à la peur de réussir, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu remarques cela ou est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça, parce qu'en fait, le cerveau, lui, ce qu'il n'aime pas, c'est l'inconnu. Donc, face à un inconnu, enfin, face à une situation inconnue, il va se dire inconnu égale danger. Donc là, égale danger, il va s'imaginer les pires scénarios. L'intérêt de la préparation mentale, c'est justement d'anticiper au maximum, mais non pas en agissant sur la situation, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Par exemple, un policier, un entrepreneur, un sportif, même un père de famille, même pas. Tiens, si on prend l'exemple du père de famille, parce que moi, pendant longtemps, j'avais tellement sectorisé mon travail de policier, ma vie de famille, que je n'avais même pas fait le lien que tout ce que j'apprenais en préparation mentale, je pouvais largement l'utiliser dans mon quotidien. Et maintenant, ça tombe tellement sous le sens que c'est une évidence, en fait. Mais quand tu te prépares mentalement, tu vas être en mesure de t'adapter à la situation. Et finalement, la préparation mentale, c'est s'entraîner à être capable d'improviser. Je répète, ça va être s'entraîner à être capable d'improviser. Par exemple, un entrepreneur qui va faire une conférence, il ne sait pas s'il va y avoir une coupure d'électricité, il ne sait pas si à un moment donné, au lieu de passer à 11h, il va passer à 11h30. Ça, il ne sait pas. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va pouvoir agir sur lui. Et rien que de se dire qu'il est en capacité de s'adapter à ce qui se passe à ce moment-là, ça lui permet de reprendre le contrôle de la situation. Je te donne un exemple. On va rester un petit peu sur un exemple qui est très parlant pour le coup, c'était sur une situation de police. On devait un matin aller interpeller une personne qui avait fait plusieurs braquages. On savait que chez lui, il était armé de Kalachnikov, armes de poing et tout ça. Donc tu sais, tu y vas où tu te dis, d'ailleurs c'est un des seuls matins où avant de partir, j'ai fait un petit bisou à mon fils où je me suis dit, bon, tu vois ce que je veux dire? Tu rigoles, ouais. Et là, je te dis que j'avais la gorge serrée parce que normalement, ce n'était pas à nous, c'était plus à une autre unité d'intervenir, mais manque de moyens, bref, c'était à nous, une unité d'intervention un peu en dessous, on y est quand même allé. Bref, moi, j'étais préposé à casser la porte, tu sais, avec un vérin hydraulique de la personne. Je m'étais préparé mentalement. Je me suis dit, OK, je vais arriver à cet endroit-là, je vais poser le vérin, je vais faire ça. Derrière, il y a 8 gars cagoulés et après, je vais péter la porte, je vais m'enlever, ils vont passer, etc. J'ai tout préparé. Mais je m'étais dit, peu importe ce qui se passe, je suis capable de m'adapter en restant focus sur ma mission. Je monte les escaliers, donc tu as quand même une vingtaine de kilos sur toi en plus. Il est 6 heures du matin, tu as très peu dormi parce qu'il y a toujours l'anxiété, tu vois. J'arrive, je pose le vérin hydraulique sur la porte. Le chien se met à aboyer derrière. Il y avait un chien chez le voyou. On entend du bruit derrière. Là, mon cerveau commence à se dire oh, il est réveillé, etc. Et je commence en 2 secondes. Et là, je dis non, reste sur ta mission. Donc, la préparation mentale, tu vois, pour le coup, m'a permis de rester ultra focus sur ma mission. Du coup, on a cassé la porte, on est rentré, on l'a interpellé. Et puis, il n'y a pas eu de blessés. Et c'est ça l'essentiel. Tu vois. Donc, ça, c'est un exemple. Alors là, je prends exprès un exemple un peu extrême.
Mais quand tu te dis que la préparation mentale marche dans des situations aussi extrêmes que ça, eh bien, elle marche autant quand moi, mon gamin, il fait une crise et que je suis fatigué et que j'ai eu plein de boulot, eh bien, ça me permet aussi, avec la préparation mentale, de voir si je suis en zone critique, de revenir tranquillement en zone de maîtrise pour avoir un langage adapté à mon gamin plutôt que d'avoir envie de le jeter par la fenêtre, tu vois. Et aucun parent qui a envie de faire ça. C'est vraiment le seul. Ouais, je vais être le seul, ouais. On les adore, nos enfants. On les salue d'ailleurs. Mais ça me fait penser parce qu'il y a quelques années, je faisais beaucoup de conférences dans mon premier corps de métier. Je suis conférencier et je faisais beaucoup de conférences sur la gestion du changement et du leadership agile. Et il y a quelques années, le mot qui était très présent dans les compagnies, c'était justement l'aspect de agile en raison, et ça c'est un terme qui avait été inventé par les militaires, qui était chaque mission est VICA. Donc en anglais, ils appellent ça VUCA, mais VICA, c'est on vit dans une société qui est quoi? Volatile, incertaine, complexe, ambiguë. Donc, ce qu'ils veulent dire par VICA et ce qu'ils demandaient en agilité de leurs leaders, c'est on peut planifier les trimestres, on peut planifier l'année à venir sur nos développements de marché, sur ce que l'on va faire comme acquisition, comme transaction, mais une fois que le plan est fait, vous êtes bien mieux d'être vous préparer à improviser parce que ce plan-là peut être très volatile, il est très incertain, il peut s'avérer beaucoup plus complexe que prévu sur papier à appliquer et il peut y avoir énormément d'ambiguïté dans le marché. Qu'allons-nous faire quand VICA va se présenter? Et c'est là qu'on formait les gens justement à être prêts à l'improbable. C'est ça. Si ça se présente, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on dit oui, mais c'est pas ce qu'on a planifié? T'es mort. Tu comprends? Comme toi, si tu dis oui, mais on n'a pas planifié que le chien jappe. Lui, il aurait sorti, tu comprends, son gun et que c'est pas. OK, donc là, maintenant, tu as toutes ces expériences-là, tu les as appliquées au niveau sportif, tu l'as appliqué à maintes fois au niveau du corps policier, dans les missions où est-ce que tu as intervenu. Maintenant, tu travailles beaucoup plus avec des porteurs de projets, avec des entrepreneurs, avec des coachs. Donc, tu vas tenir un défi à partir de lundi prochain, donc le 14 juin, où tu vas faire vivre, en fait, spécifiquement la préparation mentale à des gens. Tu vas leur donner des défis, tu vas leur faire des exercices. Est-ce que concrètement, tu peux juste me donner un exemple un peu d'un outil ou d'une clé ou de quelques clés qui peuvent déjà soit nous dire, waouh, la préparation mentale, je devrais m'y affairer ou ça peut être important pour moi. Peut-être nous donner un peu un outil ou une clé aussi de qu'est-ce qui peut être fait si moi, je sens que mon mental est fluctuant plus souvent qu'autrement. Si je suis plus dans la préparation mentale inconsciente et que j'aurais peut-être davantage à entrer dans la préparation consciente, est-ce que certaines clés que tu peux déjà nous donner ou nous dire à quel point est-ce que les gens devraient participer à ce défi-là, en fait? Ouais. En fait, ce défi-là, on l'a mis en place avec l'équipe parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, en plus, l'après-Covid, il y a des gens qui étaient beaucoup dans le questionnement. Je manque de confiance en moi. Comment ça se fait? Je suis stressé. Mon job ne me plaît pas pleinement. Je ressens de la peur face à l'avenir. Et finalement, on s'est dit qu'on allait justement leur proposer ce défi pour les coacher mentalement, mais pour qu'eux deviennent leur propre coach mental. Là, c'est la première fois qu'on le fait en réalité. C'est offrir comme ça sur 4 jours un maximum de valeur pour que les gens aient des techniques pour justement, tout à l'heure, on parlait de la zone de maîtrise, tu sais, savoir quand on est en zone critique ou en zone de maîtrise. Rien que ça. Ouais. Ça t'évite d'être sur le pilote automatique. Mais ça, il y a une façon de le… Déjà, il faut la comprendre, la conscientiser. Et puis après, par exemple, une personne qui va préparer un événement, quel qu'il soit. Déjà, de conscientiser qu'il y a un avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Quand tu es avant l'événement, tu vas utiliser certaines techniques de préparation mentale, donc là, d'anticipation, très spécifiques. Quand tu es dans l'événement, au cœur de l'événement, un petit peu comme si j'avais préparé ce live. Là, on est pendant le live, tu vois. Donc là, moi, si je sentais, ce n'est pas le cas, mais si je sentais mon stress monter, eh bien, très rapidement, je dois être en mesure de redescendre pour avoir cette capacité à parler posément,
à mettre des silences quand il faut, à être plus audible, etc., etc. Mais ça, moi, par exemple, à force de le développer, j'ai développé cette capacité à m'observer. Et j'ai des petits signaux, des petits signes qui me font dire « Ah, tiens, là, tu montes en zone critique. » Et tu redescends. Alors, pour redescendre, c'est très simple. Juste, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on peut avoir les muscles qui se contractent. Juste. Ouais. Et puis, parfois, on a tendance à mettre un événement un peu sur une marche peut-être plus haute que ce qu'il mérite. En disant « Waouh, c'est juste, ça va être un truc de dingue, en fait. » Moi, j'étais champion. Moi, j'étais champion à faire cela. Moi, j'étais champion à faire cela. Et ça me mettait une pression de ouf. Bah ouais. Comme si le prochain événement allait être déterminant de ma vie, allait être déterminant de mon avenir. Je mettais tellement l'événement sur un piédestal que je me mettais en souffrance mentale. C'est un truc de folie. Mais justement, tiens, je vais te partager une expérience que j'avais vécue là sur ça. Parce que quand je faisais du kettlebell sport, hein, cet outil de torture qui est juste là. Oui, exactement. Ce truc insoulevable que tu te passionnes à soulever à répétition. Je pense que les gens ont vu, Martin, que dès que j'ai parlé de ça, tu t'es reculé comme ça, et parce que tu l'as tellement soulevé aussi que tu sais à quel point c'est challengeant ce poids. Et donc, quand j'étais dans ce sport-là, je me suis dit, j'ai regardé où est-ce qu'il y avait les meilleurs dans ce sport. C'est un sport au départ qui vient des pays de l'Est. Les Russes, hein, je crois, c'est pas les Russes? Oui, c'est les Russes. D'ailleurs, dans l'armée russe, chez les Spetsnaz, ils ont une sélection qui se fait avec le kettlebell, c'est-à-dire qu'ils doivent soulever comme ça un kettlebell de 24 kg 100 fois, sinon ils ne rentrent pas. Tu vois, et pourquoi pas? Et why not, hein? C'est clair que je serais jamais rentré, j'aurais jamais été sélectionné dans l'armée russe. Oh, t'inquiète, on n'aurait pas une kettlebell, on aurait fait croire qu'elle faisait 24 kg et puis ça passait. Exactement. Mais donc, tu vois, quand je me suis intéressé de près à ce sport, je me suis dit, OK, les Russes, Biélorusses, Ukrainiens sont forts dans ce sport. Et comment font les grands champions pour faire des compétitions, pour vraiment gagner tout le temps en confiance et tout ça, et soulever de plus en plus de poids? À l'issue d'une compétition où on était en Biélorussie, on avait eu un entraînement par un entraîneur là-bas. Et moi, j'étais persuadé qu'il y avait un secret. Tu sais, un secret de préparation physique et un secret de préparation mentale. Et quand je discutais avec lui sur Messenger, il me dit « Oui, il y a un secret. » Je dis « Alors là, je dis à ma femme, écoute là, Sergueï, il va me donner le secret, je vais revenir avec the secret, quoi. » Et puis, on fait la compétition, après, il nous entraîne, il nous fait sa phase d'entraînement, et je vais le voir et je lui dis « Sergueï, toi qui es honoré Master of Sport, c'est un titre honorifique dans ce sport. Même à Minsk, capitale de la Biélorussie, il était connu et reconnu, enfin bref. Je dis, quel est ton secret? Et là, il me dit, Geoffrey, avec son accent russe, Geoffrey, you want my secret? Je fais, yes, Sergueï, your secret, no! Dans ma tête, je me dis, attends, j'ai fait France-Biélorussie, tu as intérêt de me donner le secret qui est au nord. Tu vois, et là, il me dit, Geoffrey, secret, very simple, training. Je dis, what? Training. Training? Il dit, da, training. Je train. Et là, il me dit juste le mot entraîne-toi, en fait. Ouais. Et dans ma tête, je me dis, mais tu es en train de me dire que je suis venu de France juste pour que tu me dises un mot. Et là, j'ai pris du recul par rapport à ce qu'il m'a dit. Et je me suis dit, en fait, si tout ce que je voyais, autant dans le sport, mais autant dans ma vie privée, autant dans ma vie professionnelle, et si je voyais tout justement comme un entraînement, tu vois, plutôt que de voir quelque chose comme une finalité. Et juste ce mot-là, à un moment donné, quand j'avais présenté les championnats du monde, c'était à Milan, je sentais le stress monter. Et je me dis, hey Joe, c'est juste un entraînement. Et là, ça a fait... Et c'est pour ça que parfois, on voit des gens, quand ils sont en entraînement, ils sont très bons, et ils sont en compétition, ils ne sont pas bons. Parce que c'est la vision de l'événement. Mais quand tu te dis, c'est juste un entraînement, c'est un truc de dingue. Et tu vois, c'est ce qui m'a permis aussi, par rapport à ce que j'ai pu vivre, je suis comme tout le monde, hein, j'ai à mon actif quelques casseroles, on va dire, tu sais, d'impact émotionnel. Quand tu perds un proche,
quand tu es face à des situations compliquées. Et là, je me suis dit, et si tout ce que j'avais vécu, justement, c'était juste un entraînement? Un entraînement à améliorer mon mental, un entraînement à comprendre des choses que j'avais peut-être pas compris jusqu'à maintenant. Ouais. Et là, ça a fait sens, en fait. Et du coup, ça te permet de minimiser et de prendre un peu les choses sous un angle complètement différent. Tu vois? Parce que c'est fou comment que tu aurais pu te lancer dans ces compétitions-là et à chaque compétition que tu aurais été, comme à Milan, tu en aurais fait un enjeu. Absolument. Tu t'aurais mis en surcharge mentale, tu aurais stressé, tu aurais ce qu'on appelle en anglais choqué, ou tu aurais été le performeur qui aurait été dans la puissance du mental. Tu aurais peut-être remporté, mais à quel prix? On comprend, il y aurait eu du dommage collatéral. Et c'est là l'exemple aussi que tu donnais, la différence entre ma puissance mentale ou la puissance du mental trouve tout son sens aussi. Il y a des gens qui performent sans faire cette prise de conscience-là, où tout est performance. Mais des fois, au niveau collatéral, au niveau de leur relation émotionnelle qu'ils entretiennent avec eux, des fois, il peut y avoir le genre de déconnexion que toi, tu as vécu lorsque tu étais dans le corps de police. Tu comprends? Parce que tu deviens un peu insensible à tellement de choses que est-ce qu'il y a réellement du plaisir dans cette performance-là? Tu sais, c'est un petit peu à l'image d'un entrepreneur qui, justement, serait en mode juste mental et irait courir derrière chaque opportunité, peut-être à en oublier des moments précieux avec sa famille, peut-être à oublier des choses. Il sait que c'est important pour lui, il le sait, mais il se coupe de ça. Parce qu'il dit non, mais il y a autre chose de plus important. Et c'est ce qu'il croit en fait. Et c'est pour ça l'intérêt de se poser. Et c'est plus facile à dire qu'à réaliser. Même toi comme moi, on est entrepreneur, certes à des niveaux différents, mais on a des opportunités. Mais sur quoi tu décides de mettre ton focus? Et tu vois, tout à l'heure, je te disais avant l'entretien, moi j'ai une vision je me dis j'ai le temps, j'ai 5 ans. Parce que je me dis que tout ce que je fais, c'est un entraînement. Ce qu'on fait en ce moment, Martin, pour moi, c'est un entraînement. J'aurais pu me mettre la pile en me disant « Oh, Martin, et puis comment je vais être par rapport à lui, et puis Martin, et ceci, et puis les gens, sa communauté. » Je me disais « C'est OK, c'est un entraînement. » Tu vois, et du coup, ça m'a permis de vivre pleinement le moment et de prendre du plaisir à échanger avec toi, de voir aussi les gens qui commentent. Tu vois, juste ça, c'est une petite clé qui, selon moi, est tellement importante et peut donner beaucoup de sens dans beaucoup de choses, dans beaucoup de projets. Tellement. Et c'est une forme de détachement aussi. Tu sais, lorsqu'on regarde en pleine conscience ou en performance, si on attache tellement d'enjeux à la finalité, comme tu as dit tantôt, souvent ça devient écrasant. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'affaire pas à notre entraînement, ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraîne pas avec excellence, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention aux détails. Par contre, il y a une certaine forme de détachement qui, ironiquement, en faisant l'entraînement, t'améliore les chances de performance. Tu comprends? En faisant l'entraînement et en te détachant un peu de ce qui sera, il y a une forme qui te met beaucoup plus dans une énergie de belle préparation mentale quand tu arriveras, peu importe ce qui arrive, l'inconnu, volatile, incertain, complexe, ambigu ou un chien qui aboie, tu t'es entraîné et tu performes à ton maximum. Donc, est-ce que dans le défi qui commence la semaine prochaine, est-ce que justement les gens, est-ce qu'ils vont apprendre à identifier leurs zones critiques, leurs zones de crise, leurs zones de maîtrise? Est-ce que qu'est-ce qu'il va y avoir un peu comme information et comme truc ou technique qu'ils vont expérimenter pendant les 4 jours? Alors en fait, cet événement s'appelle Transformation. Parce que pour transformer, il faut passer à l'action. Ouais. Mais encore une fois, à des actions qui correspondent aux personnes. On ne va pas les pousser à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Tu ne vas pas leur faire lever des kettlebells. S'ils veulent, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et en passant, pour les personnes qui veulent relever le défi, qui veulent aller plus loin dans la prépa mentale et dans l'univers de la préparation mentale, juste au-dessus de notre tête, donc vous avez les vidéos, là, et vous avez moi à votre gauche et Geoffrey à votre droite. Juste en haut, si vous cliquez pour en savoir plus, dans le bas, j'ai mis le lien pour cliquer, pour aller voir la page et vous inscrire au défi de Geoffrey qui commence lundi prochain, 14 juin. Donc,
dans le défi transformation, où on va vivre vraiment des prépas mentales. Donc, on fait quoi pendant les 4 jours? La première journée, donc ça va être en soirée, le premier soir à 21h. Le premier rendez-vous, les gens vont recevoir un support pour les accompagner aussi. On couche les gamins et après, on fait la prépa mentale. C'est ça, on couche les gamins, on prend de quoi boire, mais de l'eau, attention, le reste, nous, on n'est pas responsable. Et là, on va vraiment faire un focus sur leur situation actuelle, vers où ils veulent aller en fait. Ouais. D'accord. Là, il y a un gros travail qui va être fait pendant 2 heures sur où est-ce que je vais, parce que la plupart des gens ne se sentent pas nécessairement bien où ils sont, mais ils ne savent pas où aller, ils se sentent un peu paumés. Et alors, vouloir aller quelque part, c'est pas non plus tout larguer. C'est pas je quitte mon job du jour au lendemain, c'est pas je change de femme du jour au lendemain, je change de mari. C'est pas nécessairement ça. Mais c'est opérer des changements par millimètre. Mais quand tu fais un changement par millimètre, au final, quand tu changes cette trajectoire-là, au final, tu atteins une cible plus facilement. Donc là, c'est travailler sur ça. La première, la caméra qui refait son focus. Être capable de s'adapter à n'importe quoi. Et tu vois, ça veut dire que ta caméra, elle est prête mentalement. Elle s'est adaptée. Elle a réussi à retourner dans sa zone de maîtrise. C'est ça. Hop, tout de suite. Donc là, justement, les personnes, elles vont se donner une orientation, tout ça avec un processus bien particulier pendant ces 2 heures, où à l'issue de ces 2 heures, ils vont avoir des actions à mettre en place, mais des actions qui leur correspondent. Le lendemain, je leur donne une stratégie pour avoir plus de puissance dans ces actions. Donc là, c'est juste un petit live à 13h. Le lendemain, à 21h, on voit comment justement, parce que c'est bien beau de se donner une direction, mais si on est en zone critique tout le temps, c'est pas bon. Donc là, justement, je vais leur apprendre à être en zone de maîtrise. On va vivre des expériences, je vais leur donner des outils pour rapidement revenir en zone de maîtrise. Et puis, quand tu es capable de te gérer toi, quand tu sais où tu veux aller, quand tu es capable de te gérer toi, parfois, il y a aussi l'environnement à gérer. Donc là, on va voir comment grandir, comment évoluer, comment progresser, malgré un environnement qui peut parfois être hostile. Et donc, on va voir comment gérer ça. Et là, donc, je vais aussi leur donner un maximum de clés. Le but du jeu, en fait, c'est que à l'issue de cet événement, ils repartent avec un certain nombre de clés qu'ils puissent eux-mêmes appliquer, mais aussi qu'ils puissent les distribuer à leur entourage ou toute personne qui en ait besoin. Tu vois, ça aussi, ça répond à la mission de l'Académie de puissance mentale qui est de contribuer à un monde meilleur. Les gens, là, on leur a parlé de quand j'étais flic. Moi, quand je suis rentré dans la police, c'était pour contribuer à un monde meilleur, à ma façon, pour apporter mon aide. Quand j'ai quitté la police, je suis rentré dans la police par passion et je l'ai quitté aussi par passion. Pour autre chose, le coaching mental. Et donc maintenant, quand les gens me disent « oui, contribuer à un monde meilleur, c'est un peu surfait », je fais « tu sais, j'ai risqué ma vie pour cette phrase. Et maintenant, c'est dans mon ADN. » Donc là, pendant 4 jours, on va leur donner un maximum de valeur. Quand je dis « on », ça va être moi, mais derrière, il y a un travail d'équipe aussi. Ouais. Toute l'équipe est en train de bosser pour ça. Donc, et qui devrait participer selon toi? Je sais qu'on peut dire tout le monde, mais tu as déjà mentionné plusieurs éléments de pistes dans notre conversation. Est-ce que des gens, des gens qui ont peut-être une confiance en soi fragile, peut-être des gens qui sont entrepreneurs, peut-être des gens qui font beaucoup de stress ou qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Donc, qui d'autre, qui devrait se dire, ben écoute, c'est là, c'est pour moi, c'est un défi, c'est gratuit. Je devrais, quelle opportunité, surtout si j'aime la gueule de Geoffrey et que je trouve que c'est un bon gars comme moi et qu'il a des valeurs exceptionnelles, qui devrait participer à ce défi transformation? Toutes les personnes qui aujourd'hui se sentent bloquées dans une situation. Alors que ce soit dans un emploi où tu es salarié et tu te dis « je ferais bien autre chose », mais aussi quand tu es entrepreneur et tu te dis « j'arrive pas à passer un cap ». Comment ça se fait? Ou alors toutes les personnes qui manquent aussi, parce que souvent quand tu es dans cette situation, que tu as du mal à passer à l'action, tu ressens un manque de confiance en toi, tu ressens du stress, de l'anxiété, tu commences à te raconter beaucoup de merde, hein, faut être réaliste. Donc tout ça, tout ce dialogue intérieur-là, on va apprendre à le modifier, à l'améliorer pour que, à l'issue, les gens aient dans leur sac à dos toutes les clés à leur disposition pour changer leur vie. Dernièrement, j'en discutais avec ma femme qui m'aide beaucoup dans l'académie et je dis, tu t'imagines si les gens mettent en place tout ce qu'on va leur donner là,
leur vie, elle change. C'est obligé, en fait. Ouais. Tu vois, j'avais pas envie de faire un événement où c'était juste de la surface. Là, je vais livrer des clés qu'habituellement, je propose aux coachs que je forme au sein de l'académie. Ouais. Donc, on va vraiment parler comment connecter sa puissance mentale à son avenir, à ses ambitions, comment la maîtriser, comment faire en sorte qu'elle reste connectée à sa puissance mentale malgré un environnement qui parfois peut être difficile, mais aussi avec un environnement favorable, parce que l'environnement n'est pas que hostile. Hein. Et tout ça avec de la sensibilité, avec de l'écoute, avec de la bienveillance, parce que quand les gens apprennent à me connaître, des fois ils disent « Oh, lui c'est un flic, il doit être un peu… » Mais en fait, quand on vient me voir, les gens se rendent compte que la bienveillance, l'humain, la sensibilité, c'est au cœur du processus. Tellement. Tellement. C'est pour ça que tantôt, quand tu parlais que tu étais déconnecté émotionnellement quand tu étais dans la police, moi, pour t'avoir rencontré à quelques reprises, je veux dire, c'est un rayon d'empathie, c'est un rayon de compassion, c'est un rayon de bienveillance. J'ai de la difficulté à t'imaginer à l'époque où tu étais, tu comprends, déconnecté de cette nature-là qui t'était tienne. Tu sais, donc, tu fais bien de mentionner. Je me reconnaissais même pas, en fait. Hein. C'est pour ça que j'étais vraiment décinglé. Tu vois, quand je parle de la puissance mentale, souvent, et mes étudiants l'ont bien ancré, c'est… Ouais. Tu vois, on se reconnecte le mental avec son cœur, avec son moteur, avec sa puissance intérieure. Et moi, à cette époque-là, j'étais comme ça. Je voulais des choses, je ressentais autre chose. Ouais. J'étais un peu comme si je n'étais pas dans mon corps, en réalité. Un peu comme parfois les gens, peut-être qui nous écoutent, aujourd'hui, se disent « Mais j'aimerais faire autre chose, mais je ne sais pas quoi, mais je ne me sens pas bien en ce moment, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Vers où je veux aller ?» Un peu comme quelqu'un qui serait finalement dans une forêt avec du brouillard en pleine nuit, tu vois. C'est pas qu'ils sont pas capables d'aller quelque part, c'est qu'ils ne savent pas où aller. D'ailleurs, j'ai remarqué… Je vais juste prendre le lien. Donc, c'est pas que je t'écoute pas, mais je vais regarder mon ordinateur pour aller copier le lien parce qu'il y a des gens qui ne le trouvent pas dans les commentaires. Et je vais juste aller chercher le lien et le copier pour toi, mon frère, dans les commentaires. Donc, je te laisse continuer là, ton envolée, ton explication. Je vais juste aller leur chercher le lien pour les aider. Ben, tout ça pour dire que parfois, on peut avoir le sentiment que de se coacher mentalement, de se préparer mentalement, c'est réservé à une certaine élite. Et puis, quand je vois des gens qui sont à cet endroit-là, c'est juste « Oh, j'y arriverai jamais ». Mais si vous m'aviez connu quand j'étais étudiant, j'étais une boule d'angoisse. J'étais quelqu'un qui avait cette peur, je n'avais pas confiance en moi. Et parfois, encore aujourd'hui, je me retrouve en zone critique. Dernièrement, j'avais une personne qui me dit « Mais Geoffrey, pour toi, c'est facile, tu es coach mental ». Je dis « Non, justement, ce n'est pas parce que tu es coach mental, c'est justement te rendre compte du travail que tu as à faire. » Alors, bien sûr, il t'arrive d'aller en zone critique haute ou basse, mais tu y restes beaucoup moins longtemps. Tu vois, donc c'est ça l'objectif aussi, c'est qu'à l'issue de la semaine, les gens puissent se retrouver dans cette zone où ils se sentent bien intérieurement, qu'ils se sentent à leur place, qu'ils se sentent réellement au bon endroit en réalité. Ouais, et ça, tu viens de mentionner quelque chose de tellement subtil lorsqu'on parle de préparation mentale ou de mindset, parce que tu sais que je suis un passionné, obsédé de mindset. Peut-être qu'on passe juste moins de temps dans sa zone critique. Ne serait-ce que cela, dans le monde de la performance, on ne dira jamais ne sois pas déçu, ne sois pas démotivé. Tu comprends? C'est des émotions. Toute émotion est bonne à vivre tant si longtemps qu'on ne s'y perd pas. Par contre, si, admettons que tu as été démotivé pendant 2 mois l'an passé, imagine que tu es démotivé pendant 2 semaines dans l'année qui s'en vient. Tu viens de gagner 1 mois et demi. À te ramener plus rapidement en raison de des techniques de préparation mentale, en raison de des techniques pour te recadrer. Et quand moi, je suis tombé dans l'univers de la préparation mentale et du mindset, honnêtement, il n'y a pas assez d'outils que je peux mettre dans mon coffre à outils pour me préparer à improviser. Tu comprends? Parce que les circonstances de la vie et les aléas de la vie vont toujours continuer. Et la réalité, c'est que plus que tu escalades ton projet de cœur, plus que les improvisations peuvent être plus exigeantes parce que l'enjeu, si on ne l'a pas contrôlé, il est plus grand, il y a plus de monde. Moi, j'ai commencé à faire mes formations devant 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 3000. Est-ce que c'est différent ou je vais seulement faire de l'entraînement? Comment est-ce que je gère cela comme tu l'as expliqué?
Et moi, je suis toujours fasciné de voir la simplicité des outils qui sont utilisés en préparation mentale pour se recadrer, pour se ramener. Et le but, c'est d'en trouver qui fonctionnent pour nous. Donc, moi, j'adore que tu proposes des outils, des clés, que tu fasses des vraies expériences avec les gens pendant le défi. Ça va leur donner une bonne idée, en fait, de savoir reconnaître leur zone, où est-ce qu'ils sont, mais aussi comment s'amener d'une zone à l'autre pour passer peut-être moins de temps dans une zone de crise, moins de temps dans une zone critique et s'assurer qu'on passe le plus de temps possible dans notre zone de maîtrise. Donc, ça, c'est énorme, ça. Bah, un petit peu comme une personne qui, comme toi, fait un Ironman. Ce qui est important, c'est pas… Tu peux commencer en sprintant, hein, mais tu risques de ne pas le finir. C'est de la gestion. Donc, si tu n'es pas en mesure de t'observer, si tu n'es pas en mesure de savoir si, à un moment donné, tu es en zone critique haute, basse, mais parfois… la zone de maîtrise, c'est pas nécessairement être c'est pas forcément ça. Quand tu vas faire une conférence devant de nombreuses personnes, tu vas avoir le palpitant, tu vas avoir ce moment où on va dire waouh, mais ce qui est important, c'est d'être juste dans la zone qui est bonne pour toi, pour avoir le bon discernement, être juste adapté en fait par rapport à l'événement. Maintenant, est-ce qu'un coach mental ou une personne préparée mentalement est toujours au top? Bah, s'il ne l'est pas, en tout cas, il est capable, même après l'événement, de se dire « Ok, où est-ce que j'ai merdé ?» et de reprendre la maîtrise pour un autre événement. Tu vois, et pas de voir ça comme une fin en soi, en réalité. Ouais, c'est fascinant parce que ce choix de zone-là qui nous est juste, donc notre zone de maîtrise, avec l'analogie que tu viens de faire dans le Ironman, qui est très pertinent pour moi présentement, c'est fascinant comment que, par exemple, l'entraînement pour un Ironman ou la préparation à un Ironman est à 80% dans une zone qui est très relaxe. On comprend? C'est pas dans une zone critique, c'est pas dans une zone de crise. Il faut que tu trouves une zone où ton rythme cardiaque est vraiment assez doux, à 120 battements minute. Tu comprends? Tu peux avoir une conversation, mais tu n'es pas dans la défoncerie, tu n'es pas en train d'être en état de choc total. Et il nous éduque sur le début du Ironman, justement, et juste pour faire un lien sur ce que tu as présenté plus tôt, lorsque tu commences un Ironman, l'adrénaline est tellement élevée avec d'autres personnes, même si c'est des copains, des amis, mais imagine des centaines de personnes, que c'est facile de basculer dans la puissance du mental et de dire, je commence en sprint, je commence en intensité, je vais l'avoir, je suis capable. Et là, tu vas te cramer littéralement tout de suite après ta nage. Par contre, si tu as ton plan, tu dis, hey, moi, je fais ma course, je connais ma zone et tu maintiens ta zone, ben là, tu vas avoir encore de l'énergie pour le vélo, tu vas avoir encore de l'énergie pour la course, mais tout est gestion de ces zones-là. À défaut de faire la gestion de ça, tu vas te cramer et tu ne vas pas avoir une bonne course, tu vas être vraiment en souffrance. Et j'aime cette idée-là qui est un parallèle avec la préparation mentale, de bien connaître nos zones. Parce que des fois, on est sûrement dans la surperformance. Souvent, on est vraiment dans la performance attachée à de la souffrance. Mais si on se libérait de beaucoup de ces choses-là, qu'on apprenait à bien connaître nos zones, on serait plus dans cette zone de maîtrise-là. Donc, écoute, je vois déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils vont s'inscrire et qui se sont déjà inscrites. Donc, encore une fois, dans les commentaires, le lien est là. Vous allez voir. Académie Ma Puissance Mentale, vous avez le lien qui mène à l'inscription du défi. Ça commence ce lundi pour un 4 jours bien senti. Et je sais que vous allez en avoir tellement de valeur avec Geoffrey. C'est juste une personne exceptionnelle. Tu sais, je veux dire, moi, je pourrais vous raconter des histoires. La dernière Académie Zéro Limite, non, c'était même pas l'Académie Zéro Limite, c'était la meilleure année de votre vie. On a eu un vol qui a été fait lors d'un de nos événements. Et imaginez, on n'est pas à Paris, on ne connaît personne. Il y a des trucs qui avaient été volés dans une salle par des gens qui étaient très bien organisés, là, évidemment. Et je veux vous dire à quel point Geoffrey, qui n'a même pas besoin de nous aider, comprends? Il nous a aidés, il nous a guidés, à sécuriser, il a fait, je veux dire, vous comprenez, il nous a expliqué des trucs, il a parlé au management de l'hôtel. Donc, bref, il a fait beaucoup de choses pour nous, juste par bonté et bienveillance. Alors que nous, on était dans une situation de crise, lui est en situation de maîtrise. Alors que nous, on était en situation critique, lui est en situation de maîtrise parce que
des vols d'ordinateur ou des vols de trucs comme ça, il en avait vu plusieurs et sa zone à lui était juste comme, OK, maintenant, il y a des faits qu'on doit aller chercher, il y a des évidences, il y a des appels, voici nos options. Tu étais dans un contrôle total et dans une très grande générosité cette journée-là. C'est un domaine que je connaissais effectivement et je sais ô combien quand tu perds un ordinateur avec beaucoup de données dedans, c'est juste, puis pas à ce moment-là, quoi. Tu te dis, j'ai juste pas besoin de ça à ce moment-là, donc c'est vrai que le peu que j'ai pu faire. Entre autres, l'ordinateur de Polo Pironet. Mais oui, on a mentionné plus tôt. Et Polo qui dit, c'est OK. Oui, exactement. Polo qui est cool. Lui, il est toujours dans une zone de maîtrise, Polo. Je ne l'ai jamais vu en panique, en fait. Juste énorme. Cool. Alors, écoute, mot de la fin, Geoffrey. Donc, évidemment, moi, je te souhaite le meilleur des succès avec ce défi-là. Encore une fois, pour les gens qui nous suivent, qui me suivent, vous le savez, je parle constamment de mindset. Je parle constamment de la force du mental, d'avoir un état d'esprit de croissance versus un état d'esprit fixe. Et quand j'ai vu que Geoffrey s'intéressait à cette discipline-là il y a plusieurs années, j'ai jamais arrêté de lui porter attention, de voir son progrès. Maintenant, ils forment des coachs en préparation mentale, donc des coachs qui sont gradués, qui n'ont que des éloges et des commentaires dithyrambiques sur sa formation, mais aussi, vous avez peut-être pu voir dans le Facebook Live qu'on a fait ensemble, c'est une expérience terrain qui est comme très légitime. Tu comprends? C'est pas quelqu'un qui dit « J'ai lu un livre un jour en préparation mentale ». Non, le mec, c'est comme « Je suis arrivé, il y avait une descente, tout le monde était armé ». C'est des trucs assez incroyables. Donc, les gens sortent de la formation vraiment portés par la cohérence, en fait, que tu apportes à la préparation mentale, je trouve. Et surtout que tout ce que j'ai pu tester, expérimenter, toutes les techniques qu'on partage au sein de l'académie, c'est tout ce qui a été testé des dizaines, des centaines de fois. Et on a gardé que ce qui fonctionnait. Mais quand je dis garder que ce qui fonctionnait, pour le plus grand nombre en réalité, que tu sois entrepreneur, que tu sois père de famille, salarié, dirigeant, sportif, formateur, entraîneur, bref, manager, peu importe, les outils sont applicables pour ce job en réalité. Et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, dans les formations de coach mental, on a des personnes qui viennent de tous les horizons. Et à chaque fois, ils me disent, mais tu as la réponse à tout. Je dis, bah écoute, je ne suis pas né hier en fait. Donc, tout ça, c'est aussi… Et ce qui m'intéresse beaucoup, et on finira sur ça, mais encore aujourd'hui, j'ai du retour du terrain. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai encore des copains qui sont en unité spécialisée. J'ai des dirigeants qui se sont formés chez moi. J'ai des sportifs de haut niveau. Moi, je leur dis, donnez-moi du feedback. Donnez-moi du feedback. Qu'est-ce que tu as utilisé comme technique, comme stratégie? OK, tu as mis ça. Ah, tiens, tu as fait ça en plus. Intéressant, je n'avais pas pensé. Et tout de suite, on recalibre, on remodifie pour que finalement, cette méthode que j'ai mise au point, elle soit en perpétuelle évolution. Et parce qu'une méthode qui finalement reste sur ses acquis, on est face à une méthode qui, à un moment donné, elle risque de régresser, alors que là, on est tout le temps dans ce souci d'évolution, tout le temps. Cool. Ben écoute, c'est tout à ton honneur et je pense que ça l'explique aussi pourquoi que tu as une montée en flèche dans l'univers du coaching et de l'accompagnement parce que, je veux dire, tout ce que tu touches, c'est de l'entraînement, mais à force de s'entraîner, on finit par être excellent. Donc, Geoffrey, ça a été un grand plaisir de t'accueillir. Merci pour ton temps. Merci d'être venu nous parler de préparation mentale, de nous avoir partagé certaines de tes expériences et de nous avoir donné le goût surtout de participer à ce défi-là, Transformation, qui commence lundi. Donc, si vous êtes en rediffusion, vous pouvez juste aller voir le lien au-dessus ou dans les commentaires. Cliquez le lien. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit et vous allez aller un peu plus profond dans l'univers de la préparation mentale. Donc, Geoffrey, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Martin. Un grand merci pour le temps consacré. C'est toujours un plaisir de partager avec toi et puis aussi voir tous les commentaires, les gens aussi qui sont passionnés. J'ai passé un super moment. Excellent. Cool. Et on remercie aussi ton fan club qui était là. Oui, je vois ça. Plein de fans. Marika, Kumba, Hello, tout ça. Mais peut-être que parce que dans quelques jours, ils ont leur certification. Donc, ils voulaient impressionner l'enseignant. Ils voulaient dire, hey, j'étais là, moi, pour te donner du love. Non, je sais qu'ils sont là avec le cœur et ça fait toujours plaisir parce qu'on est justement une équipe et on avance ensemble. Donc c'est chouette de les voir.
Parfait, mon frère. Alors, big love, 1000 recommandations pour mon ami Geoffrey. Cliquez le lien, allez vous inscrire. Je te souhaite une bonne continuité, bon parcours, et merci énormément de t'être arrêté ici pour ma communauté. Merci à toi, Martin. Bisous, bisous, mon frère. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.